Bonjour Abdoulaye Kanté. Bonjour. Merci beaucoup d'avoir accepté cette invitation de Serfia pour parler évidemment de votre parcours de policier, de votre parcours de politique maintenant, puisque vous êtes nouvellement élu au Conseil de Paris. On va avoir l'occasion de revenir sur tout ça et aussi sur vos visions de l'actualité récente. Justement, j'ai envie d'aller dans le cœur du sujet avec ce qui est peut-être une polémique, en tout cas une polémique politique, c'est la volonté affichée du nouveau maire LFI de Saint-Denis, Bali Bagayoko, de retirer progressivement les armes intermédiaires de sa police municipale, LBD en tête, désarmer la police. C'est un peu sur ça qu'il a fait campagne. Il est un peu en train de revenir quand même sur sa décision, mais de manière générale, vous pensez quoi de ce discours qui dit qu'il faut désarmer la police municipale et pourquoi pas la police nationale? Tout d'abord, déjà, je voudrais le féliciter déjà pour son élection parce que je crois que c'est quelqu'un de terrain et pour qui j'ai beaucoup de respect. Et effectivement, et aussi revenir sur les propos racistes qui ont été proférés à son encontre, qui sont inacceptables, et il a tout mon soutien par rapport à ça. Ceci dit, ça reste quelqu'un de politique, ça ne l'exonère pas de critiques sur certaines décisions qu'il peut prendre, notamment en question de sécurité. Moi, je suis quelqu'un de la police nationale et je ne vous refuse de faire une opposition entre l'apaisement et la sécurité. Parce que je pense que celui ou celles et ceux qui sont tributaires de ça, ce sont les habitants, ses administrés. Et on sait qu'aujourd'hui, on vit dans une société de plus en plus violente. Et il faut avoir des femmes et des hommes qui puissent assurer la sécurité de ces personnes-là. Il faut aussi leur donner les moyens, à la fois qu'ils soient formés. Concernant cette décision sur laquelle même que j'ai même pris position, pour moi, effectivement, c'était quelque chose de, je pense, de pas correct, dans le sens où si vous désarmez une police municipale, heu, quelle réponse sécuritaire vous envoyez à vos administrés? C'est-à-dire que ceux qui sont censés gérer la sécurité et la tranquillité publique. Donc vous savez, en face, vous pouvez avoir des individus qui sont armés de couteaux. Je rappelle encore une fois que l'actualité à peu près récente, notamment dans certaines villes où vous avez des policiers municipaux qui étaient en première ligne, qui ont fait face à des terroristes, à des personnes qui étaient armées, des fois dans des marchés, et ils sont intervenus très rapidement et ils ont fait usage de leurs armes. Maintenant, quand vous enlevez l'arme, on va dire non létale, qui est une arme intermédiaire, qui permet de ne pas tuer un individu, et que vous maintenez l'arme létale, je pense qu'il y a une incohérence. Parce que c'est ça l'idée, vous pensez, c'est de maintenir l'arme létale et d'enlever la non létale? J'ose espérer encore une fois que, il fera preuve de bon sens parce que je connais aussi les effectifs de la police municipale et tout. Ce sont des professionnels et je pense qu'effectivement, il ne faut pas non plus, en leur enlever les moyens de pouvoir protéger encore une fois la population. Et donc il faut prendre on va dire ce genre de décision avec beaucoup, de recul et voir un petit peu ce à quoi font, face, ces policiers, ces personnes qui sont censées, protéger la population. Donc, les désarmer pour moi, ce serait quelque chose de, vraiment de quelque chose de une erreur. Derrière cette décision, derrière cette volonté affichée, du maire de Saint-Denis et d'autres municipalités, il y a cette idée que la police tue Ouais. là où elle ne devrait pas. C'est votre sentiment aussi en tant que policier? Vous pensez que vous avez des collègues qui tuent alors qu'ils ne devraient pas? Vous savez, on est l'une des administrations les plus contrôlées de toutes les administrations françaises. Nous avons une inspection générale de la police nationale, si je parle du côté de la police nationale, ou même une inspection générale de la gendarmerie nationale qui veille au bon fonctionnement ou bien à la déontologie policière pour voir si vraiment tout se passe bien et que si on utilise nos armes dans les règles que la loi nous autorise. Encore une fois, quand on dit que la police tue, certains qui ne réfléchissent pas pensent qu'on sort notre arme à tout va et on tue qui on veut quand on veut. C'est pas comme ça. La loi, nous avons la loi qui nous l'autorise. Et évidemment, quand vous faites usage de votre arme, il faut savoir qu'il y a toute une procédure derrière qui en découle. C'est-à-dire qu'on vérifie, ben, déjà d'une, la plupart des policiers sont placés en garde à vue pour vérifier qu'effectivement, ben, s'il a vraiment fait usage de son arme dans le cadre de la légitime défense. Le texte de loi comme le L435-1 du Code de la sécurité intérieure qui nous permet de faire usage de notre arme en cas de danger imminent et qui évidemment est décrié par certains politiques qui pensent que ça nous donne une autorisation de tuer. Mais quand on fait face, par exemple, à un individu qui a un véhicule qui, je rappelle, qui fond sur vous, est une arme par destination, ou un individu armé d'un couteau, on sait qu'il y a des problèmes, certains individus qui font face à des problèmes de santé mentale, mais en face, ils font usage de leur couteau, et des terroristes et aussi des narcotrafiquants. Donc oui, la police tue, mais elle tue des individus qui peuvent créer un danger pour eux-mêmes, pour autrui. Donc c'est dans ce sens-là qu'il faut prendre, et non pas le répéter de manière, excusez-moi du terme, de manière béat, oui, la police tue. Bah écoutez, nous on fait notre travail pour protéger la population et on fait d'usage de nos armes, et la loi nous l'autorise. Effectivement, si on a utilisé nos armes en dehors du cadre légal, vous savez, nous sommes dans un état de droit.
Nous sommes dans un état de droit et aucun policier ne se soustrait à ses responsabilités. Il y a une justice, il y a une inspection. Vous savez, on est doublement sanctionné, Hmm. à la fois judiciairement et administrativement. Mais est-ce qu'il y a ces contrôles, notamment sur les policiers municipaux, bon, les policiers nationaux, les gendarmes? Est-ce que vous pensez que les administrations font assez de contrôles? Dans l'actualité récente, c'était au début du mois de mai, on a par exemple, mais c'est très malheureux, un policier municipal qui a fait usage de son arme Mmh. contre sa femme, ses enfants et qui l'a retourné contre lui-même. Clairement, ce personnage n'aurait jamais dû avoir une arme vu les actes qu'il a commis. Est-ce qu'on arme n'importe qui aujourd'hui? Non, je ne dirais pas qu'on arme n'importe qui, parce que vous savez, c'est une question qui est très intéressante dans le sens où on a souvent des rappels à l'usage de notre arme, ce qu'on appelle des fiches Amaris, pour savoir un petit peu les dangers sur lesquels on peut être confronté et que se rappeler encore une fois qu'une arme, c'est pas un jouet. Une arme, c'est pas quelque chose sur lequel on peut l'utiliser comme on veut. Ok. Et derrière aussi, bien évidemment, on a un contrôle sur, notamment en matière de quand on fait nos séances de tir. On a toujours un rappel de ce qu'on appelle de nos formateurs pour nous dire comment utiliser notre arme et aussi nos rappels de règles de sécurité. Mais je vais aller encore plus loin, c'est que dans mon livre, j'expliquais, on a un souci évidemment sur le suivi psychologique, sur le fait que bien évidemment, je pense qu'il faut aussi un suivi parce que, vous savez, nous les policiers, ces personnes qui sont issues des forces de l'ordre, nous faisons face aussi à la violence. Nous sommes ce que j'appelle des éponges de la société. Et nous regardons ce que vous, en tant que citoyen, vous ne voyez pas. Cette ultra-violence. Et bien évidemment, il faut être, excusez-moi du terme, mais être bien câblé, avoir la tête sur les épaules. Et nous sommes une grande majorité à faire notre travail correctement, mais bien évidemment, il faut aussi améliorer aussi ce suivi parce que des fois, par moment, il y a certains qui peuvent évidemment péter les câbles. Mais pour autant, sur le cas que vous m'avez cité à l'instant, c'est un drame. J'ai une pensée aussi pour la famille de la victime, mais aussi c'est encore un énième cas de féminicide sur lequel, bah, encore une fois, il faut être vigilant. Et je pense aussi à nos responsables, notre hiérarchie, d'être 2 fois plus vigilants parce que c'est vrai que ça demande beaucoup de moyens, notamment en matière de suivi. Abdoulaye Kanté, comment vous vous définissez? Vous considérez que vous êtes policier noir, que vous êtes policier franco-malien? Qu'est-ce que vous aimez dire de vous? Comment vous aimez qu'on parle de vous? Je suis policier et un enfant de la République. C'est tout. C'est tout. Après, on me dit que souvent que une petite anecdote, on me dit: «Mais tu quand même, tu as vraiment tu coches, toutes les cases, et tous les problèmes à la fois. Tu es à la fois policier, tu es noir, tu es musulman et aussi français, mais aussi d'origine malienne». Beh, c'est ce qui fait en fait ma personne. Mais pour autant, j'ai pas envie d'en faire la publicité parce que nous sommes en France et j'ai toujours prôné le fait que, bah, il faut qu'on nous voit en dehors de de la couleur de peau. Il faut qu'on me voit à travers mes compétences. Le grand problème, de certains dans ce pays, c'est que, certains vont estimer que, vous n'avez pas votre place, vous portez pas le bon prénom ou soit, par exemple, vous êtes un vendu, un traître, un nègre de maison parce que, voilà, vous ne cochez pas la bonne case, vous êtes pas dans le bon camp. Mais c'est ça qui fait un peu mon côté un peu complexe. Mais là, en France, on est tous complexes dans le sens où on vient de partout. Il faut arrêter de croire que il y a obligatoirement des Français de chouche, etc. Mais encore une fois, j'explique toujours que, certes, on est en France, il faut se sentir pleinement français. Ne pas rejeter son identité ou d'où on vient, mais ce qui doit vraiment être fort pour nous, ce sont les valeurs républicaines, les valeurs de la laïcité, ce qui fait en sorte que nous vivons dans ce pays. Hmm. Et moi, c'est un rappel que je fais constamment parce que pour moi, c'est quelque chose que j'ai chevillé au corps. Mon origine malienne, mon africanité est quelque chose de très important pour moi. C'est comme si on me disait, on te demande de choisir entre ton père et ta mère, mais je ne choisirais aucun des deux parce que ça fait ma richesse. Mais pour autant, je suis en France, j'oublie pas d'où je viens, mais j'oublie pas non plus où je suis. Vous dites ne pas avoir envie d'être vu à travers le prisme de votre couleur uniquement. Est-ce que vous ne pensez pas que la police, elle voit trop souvent ses enfants, les enfants de la République aussi, à travers le prisme de la couleur? Il y a eu cette étude, hein, qui dit que 80% des jeunes hommes non blancs disent avoir été contrôlés au moins une fois sur 5 ans, contre 16% de la population générale. En clair, est-ce que la police, elle est raciste? J'ai toujours dit que la police française n'est pas raciste, mais pour autant, il y a des comportements racistes qu'on doit dénoncer et qui sont dénoncés. Et j'invite, encore une fois, j'ai fait un tweet il n'y a pas longtemps où j'ai interpellé un parti politique, ou dans le sens où il y avait plus de diversité dans nos commissariats que dans certaines réunions politiques.
Donc, c'est vrai que certains qui nous renvoient au fait que oui, de toute façon, les policiers sont racistes, mais je vous invite à pousser la porte d'un commissariat et voir un peu la carte d'identité de cette police. Et vous Mais pensez que après, parce qu'on est issu de la diversité, on ne peut pas intérioriser des comportements qui seraient des comportements racistes de la part de la structure? La Cour européenne des droits de l'homme, elle a condamné la France en 2025 pour des contrôles discriminatoires qui seraient systémiques. pour un fait, pour un fait qui s'est passé à Gare du Nord sur un groupe de jeunes qui a été contrôlé, dont deux qui ont fait l'objet de discrimination, qui était réelle, et ça, c'était avéré. Mais pour autant, ça ne veut pas dire que l'entièreté de l'institution fait preuve de racisme systémique. Et encore une fois, il n'y a pas de racisme systémique dans la police. C'est totalement faux. Et quand vous me parlez de chiffres, du pourcentage qu'il y a 80% de personnes qui se sentent discriminées vis-à-vis de la police ou bien, etc., ce sont effectivement des chiffres qui viennent de certains sociologues, mais si on regarde bien, les statistiques ethniques sont interdites en France, à ma connaissance. Mais si on veut vraiment avoir des chiffres détaillés sur le fait, est-ce qu'il y a plus de Noirs ou d'Arabes qui sont contrôlés par des policiers, etc. Déjà, de un, est-ce que ça veut dire que si vous êtes contrôlé parce que on vous contrôle parce que vous êtes Noir ou Arabe, ça veut dire que c'est un contrôle raciste? On a eu trop tendance à un petit peu à diaboliser, on va dire, le contrôle d'identité. Et aussi, le fait que il y ait des contrôles dans certaines zones, notamment en banlieue, que ce soit dans 91, 92, 93, mais encore une fois, évidemment, il y a une majorité de personnes qui sont issues de l'immigration, et ça, c'est pas du fait de la police. La ghettoisation, c'est pas le fait de la police. La police fera son travail là où on lui demande de faire son travail, là où il y a malheureusement des faits de délinquance, et aussi, c'est la population aussi qui nous demande aussi cette présence. Certains qui ne veulent pas nous voir, mais certains ont besoin de la police par rapport à cela. Mais pour revenir très, très rapidement sur le côté discriminant, on va parler des contrôles au faciès. Je pense qu'on fait du faciès même dans la vie de tous les jours. Mais pour autant, si on contrôle quelqu'un, on va dire dehors, etc., c'est plus un contrôle d'attitude. Et si ça tombe sur les mêmes personnes, je ne pense pas, et je refuse de croire, parce que ça fait 27 ans que je suis dans la police, que ça soit un contrôle dit raciste. C'est parce que la personne a la mauvaise attitude et c'est quoi? Sociologiquement, peut-être que à force de venir des mêmes endroits, on a tous des mauvais comportements, c'est ça que vous voulez dire? Je ne stigmatise pas, je ne fais pas d'amalgame, et ça je refuse parce que je ne veux pas dire non plus mettre tout le monde au même panier. Je refuse que ça se fasse du côté police et je refuse que ça se fasse du côté des gens qui viennent des quartiers populaires parce que dans les quartiers populaires, en dehors du fait de leur position sociale et du lieu où ils habitent, qui des fois malheureusement sont dans des conditions hyper difficiles, vous avez des pépites quand même. Vous avez des personnes qui ont envie de s'en sortir et que ben, malheureusement, ils ont cette espèce d'assignation. Et ça aussi, je dénonce aussi ce genre de choses parce que certains qui veulent nous voir en tant que racisés, et je vous le dis très sincèrement, ce mot, je le vomis, il me débecte. Vous n'êtes pas racisé? Non, je ne suis pas racisé. Vous Vous êtes- savez pourquoi je devrais être racisé? Je devrais avoir encore, on va dire, prendre cette espèce d'assignation, me dire, bah, écoute, t'es noir, tu vis dans des quartiers populaires, et tu vis forcément, t'es l'image de la misère que le blanc, en fait, t'attribue. Excusez-moi, non, en fait. Je suis policier, j'ai une situation sociale, j'ai vécu dans les quartiers populaires, j'y vis encore, j'ai de la famille encore dedans, mais pour autant, je refuse d'avoir, on va dire, cette espèce d'épée, on va dire, d'oppression qu'on veut à tout prix me mettre dessus. Et aussi, ça vient toujours de personnes qui ont ce même discours paternaliste. Hmm. À un moment donné, ça va. Et vous pensez pas être un accident dans la cartographie, quand on regarde les statistiques, quand on regarde les trajectoires des personnes issues de l'immigration? Vous avez un beau parcours, vous êtes une réussite et ça c'est indéniable, mais au regard de la situation plus générale, vous n'êtes pas un parcours accidentel. Non, ça c'est par contre, je peux pas, excuse-moi, avec tout le respect que je dois, je peux pas vous laisser dire que je suis un parcours accidentel. C'est la question que je pose, hein. Il y en a beaucoup, des milliers comme moi qui ont des parcours atypiques et qui ont réussi. Et c'est ça en fait sur le fait que moi justement, je m'étonne que bizarrement, quand certains disaient que oui, voici la Nouvelle-France, mais quid de ces personnes qui disent qu'ils sont racisés, qui ont réussi? Pourquoi on ne parle pas d'eux? Pourquoi on ne parle pas de ces gens qui ont réussi et que derrière, voilà, on les invisibilise? Et là, d'un coup, je ne sais pas, c'est parce que c'est une question d'époque, tout d'un coup, ben, c'est un peu à la mode. Comme diraient les jeunes, c'est une forme de trend quand on voit certains maires qui ont réussi. Or, en dehors de ça, ces gens-là, ils ont œuvré pendant une vingtaine d'années dans les quartiers et aujourd'hui, on les voit au devant de la scène. Bien évidemment, il faut qu'il y ait un changement. Il y a un changement qui est en train de s'opérer.
un changement, on va dire identitaire. Je dirais pas- Si je dis identitaire, c'est un peu gros, mais il y a un changement démographique sur le fait que ben, il y a des gens qui sont issus des quartiers qui commencent à être de plus en plus visibles. Mais ils étaient déjà, entre guillemets, ils faisaient des choses bien, mais on les visibilisait pas. Et là, du coup, il y a une avancée notable et il faut continuer dans ce sens-là. Mais refuser d'être vu comme des personnes issues d'oppression, non, j'ai les compétences, que ce soit policier, avocat, médecin, etc. Il y a des discriminations qui existent, il ne faut pas le nier. Mais je pense que le meilleur combat contre les discriminations, c'est à la fois le courage mental et aussi la volonté de se dire, bah, écoute, voilà, je vais en dehors de ma couleur de peau ou de mon sexe, parce que vous avez les femmes aussi qui font l'objet de discrimination, mais qui ont des compétences et il faut les mettre en avant. Si on vous écoute, vous rejoignez plutôt Jean-Luc Mélenchon sur l'idée qu'il y a une nouvelle France qui s'oppose à l'ancienne France, une nouvelle France de l'immigration. Vous êtes plutôt d'accord avec lui? Ben justement, non. Si vous m'avez écouté, j'ai dit que je suis contre ce concept de Nouvelle-France, parce que ça veut dire que ça invisibilise ceux qui étaient des personnes, comme ils les appellent, racisées, qui ont réussi. Mais tout d'un coup, là, bizarrement, ils étaient là depuis des années, mais on les remet au devant de la scène, or qu'en fait, ils étaient là. Donc la Nouvelle-France, non. Je pense qu'il y a ce qu'on appelle une nouvelle dynamique, une nouvelle génération de personnes qui étaient présentes et que là, tout d'un coup, on a décidé, et c'est ça où il faut changer. Vous dire que des personnes ont décidé de les mettre en avant, or qu'en fait, ils étaient légitimes bien avant. Moi, j'ai toujours dit, ma légitimité, je la dois à personne, sauf qu'à moi-même. Je me suis battu par rapport à des situations de discrimination, de racisme, etc. Et encore, quand vous êtes issu de la police, parce que je sais que je suis quelqu'un de clivant, du fait que dire, mais attends, t'es noir, t'es musulman, t'es dans la police, c'est incompatible. Ben, en fait, pour revenir à ce que vous disiez, ce n'est pas un accident. C'est juste que simplement une volonté de créer, de inspirer, d'être un facteur d'identification pour d'autres. Et ça fonctionne. Et vous avez le sentiment, en tant que policier aujourd'hui, ou vous avez en tout cas envie d'être un rôle modèle aussi pour ces jeunes qui se disent, quelle que soit leur origine, hein, mais qui se disent, voilà, il n'y a pas d'avenir pour moi dans ce pays, je me sens pas. Vous savez, on pose parfois la question à des jeunes, est-ce que vous vous sentez français, est-ce que vous aimez ça? Et il y a parfois un peu de regard de côté, pas Ouais. de certitude. Vous avez envie de dire, non, il faut porter en étendard Parce cette que fierté d'être français? si vous voulez, si j'en suis là où je suis aujourd'hui, c'est que ce questionnement-là de ces jeunes-là, je l'ai ressenti, je l'ai vécu, et avec beaucoup d'humilité. Je veux évidemment être un facteur d'identification, et ça existe parce que je reçois beaucoup de centaines de messages de jeunes qui me disent merci, merci parce que tu nous montres la voie, on n'osait pas trop, on va dire, essayer de passer le concours, ou bien essayer de poser ce genre de métier parce qu'à cause du poids culturel, à cause du racisme, à cause de ce que l'on voit dans les médias, etc. Je lui ai dit, mais si c'est ça que vous avez envie de faire et que vous avez envie de changer les choses aussi de l'intérieur, parce que on peut critiquer, vous avez envie de changer les choses à l'intérieur, mais allez-y, allez-y en fait. Il ne faut pas se restreindre, être passionné et de se dire qu'on est cette France. Nous sommes des enfants de la République et il faut de l'autre côté que l'État, le gouvernement ou ceux qui sont à la tête de ce pays aient cette capacité de ne pas exclure cette France qui est, on va dire, à la main de certains, comme ça soit par exemple des radicaux, des religieux ou des politiques d'extrême qui vont dans le rejet et dire écoutez, ils ne vous aiment pas, etc. Allez leur tendre la main, allez dans ces territoires où on ne vous voyez pas. Hmm. Et de manière sincère, allez leur parler et vous dire non, non, tu fais partie de cette France et on veut t'intégrer. Vous êtes engagé en politique, on le disait dans l'introduction, vous êtes au Conseil de Paris, conseiller donc de Paris, engagé à Renaissance. Oui. Politiquement, aujourd'hui, c'est quel parti votre plus grand ennemi? Politiquement, aujourd'hui, je pense que si je me suis, entre guillemets, vous savez, la politique, pour moi, c'était quelque chose, je ne pensais pas y être. Franchement, très sincèrement, parce que je me suis dit, je suis quelqu'un de assez neutre, parce que je suis quelqu'un de la République, je sers tout le monde, peu importe les idées. Mais si on doit parler politiquement, ben, mon combat, mes ennemis, ce seraient les extrêmes, que ce soit l'extrême droite ou l'extrême gauche. Vous les mettez sur le même niveau? Je les mets sur le même niveau sur le fait qu'il y a le sentiment à la fois de rejet de certains et d'autres qui veulent de la défiance. Aujourd'hui, ce qui fait notre socle en lui-même, c'est les valeurs de la République. Mais dans les idées, on va dire, du centre, il faut être très clair non plus. Il faut savoir parler à tout le monde. Il ne faut pas non plus rejeter les personnes qui se radicalisent, parce que ceux qui se radicalisent, ce sont des personnes qui n'ont plus confiance en l'appareil politique.
Moi, de base, si vous voulez, le politique, je suis dedans, je suis un bébé politique. Je vois évidemment certaines choses. Je me dis, mais quand vous venez avec votre sincérité, avec votre technicité, et que vous allez parler avec les gens, et que vous respectez les gens, il faut respecter les gens. Parce que si on ne les respecte pas, et qu'on leur promet monts et merveilles, si un politique vous dit, écoutez, vous inquiétez pas, je vais vous faire ci, ça, il va vous mentir. Un politique, c'est de faire en sorte d'anticiper, de faire en sorte, à long terme, de pouvoir améliorer votre quotidien et de pouvoir vous apporter des solutions qui ne seront pas tout de suite, tout de suite. S'il y en a qui le font, c'est bien, mais il faut voir aussi un peu à long terme. Et mon engagement, en fait, me dire, c'est que certes, je sers les Français en matière de sécurité, mais il faut aussi voir un peu plus large, parce qu'il faut avoir une vision, on va dire, un peu plus large et d'aider au mieux nos concitoyens. Et je me dis avec beaucoup d'humilité, si je peux un petit peu amener ma pierre à l'édifice, ben, je le ferai. Un second tour, Bardella-Mélenchon. Votez quoi? Alors là, c'est encore une fois, le vote est secret, mais ni l'un ni l'autre. Je vous le dis très Vous votez sincèrement, blanc. je voterai blanc. Et vous laissez quoi? Vous laissez les autres choisir pour vous? Il n'y a pas un cordon absolu, une ligne rouge absolue par rapport au Rassemblement national? Rien ne vous fera voter LFI? Ni l'un ni l'autre. Parce que pour moi, je crois qu'on ne peut pas se radicaliser dans le sens où, quand vous avez certains qui, je ne dis pas que le RN, parce que je respecte aussi les électeurs de RN ou peut-être aussi des électeurs de LFI. Mais encore une fois, c'est que je pense qu'il faut aussi bien réfléchir sur ce qu'on veut de l'avenir de notre pays. Hmm. Est-ce qu'on veut carrément bordéliser le pays ou soit on veut le rejet de l'autre et on va dire se refermer sur soi-même? Pourquoi ça serait la bordélisation LFI? La bordélisation des filles, c'est que le fait de, on va dire, de rejeter tout ce qui représente notre République. Quand je dis bordélisation, c'est on a des textes de loi. Le débat démocratique, c'est ce qui fait notre force. Mais quand on est une forme de rejet, on veut retourner la table. Je pense que oui, effectivement, il faut faire changer certaines choses, mais quand on veut retourner la table et aussi, même limite, tourner le dos à nos valeurs républicaines, bon, effectivement, ça me dérange. Et si je prends de l'autre côté, où on dit que ben voilà, on va être dans le rejet totalement de l'étranger. Quand je dis l'étranger, je dis bien ceux qui sont parfaitement intégrés et qu'on peut aider à s'intégrer dans notre pays, qui peuvent apporter une plus-value à notre pays, mais qu'on se dit non, non, on n'en veut pas parce que, etc. Et même ceux qui vivent dans ce pays, qui, en gros, on leur fait comprendre que, ben, certes, vous êtes là, mais vous n'êtes que des Français de papier, que, en gros, vous êtes là juste, comme vous le dites, par accident, on va faire en sorte de vous accepter, mais ça, non. Je pense que ce qui fait notre force, c'est que bien évidemment, ceux qui viennent dans notre pays, il faut à la fois les intégrer, mais qu'on fasse en sorte de leur faire comprendre que vous êtes dans un pays, vous respectez les lois et les valeurs républicaines. Ça, c'est une condition non négociable. Alors, c'est qui votre candidat pour 2027? Les chances, elles se rapprochent. On est à un an du vote. On a des velléités au centre. Gabriel Attal qui est déclaré, Édouard Philippe, bon, c'est presque prêt. Pourquoi pas Elisabeth Borne? Il y a quelqu'un qui a votre faveur dans tout ça? Écoutez, vu que je suis dans le parti Renaissance et tout, évidemment, mon bulletin ira pour Gabriel Attal si il annonce sa candidature, ce que je souhaite, j'espère, parce que je pense qu'il a cette capacité, évidemment, de rassemblement et de pouvoir essayer de prendre de part et d'autre les voix ou même les idées de part et d'autre. Mais encore une fois, donc ça, c'est mon avis, mais j'espère que le prochain ou la prochaine personne qui sera aux affaires pensera aux Français, mais réellement aux Français, et les écoutera. C'est un vœu pieux, non? La fracture, elle semble quand même énorme entre le peuple et ses élites politiques. Ouais, ouais. Est-ce qu'Emmanuel Macron, il a fait du bon boulot pendant 10 ans? Est-ce qu'il n'a pas aussi contribué à cette défiance? Un exemple tout simple, la Macronie, quand ils sont arrivés au pouvoir, c'était quand même cette idée de la nouveauté, du changement, de mettre des gens qui étaient hors des affaires, Ouais. des spécialistes, des techniciens. Bon, 10 ans après, quasiment 9 ans après, on a créé une nouvelle clique, on a créé nos nouveaux pontes. On a le sentiment que ces belles promesses de mettre la société civile au cœur du pouvoir, elles sont un peu mortes. Moi, j'y crois toujours encore. Il faut aussi prendre des gens qui ne sont pas issus du sérail politique, avoir des personnes qui sont en contact avec le réel. Hmm. Mais à partir du moment que quand ces personnes sont aux affaires, il ne faut pas qu'ils soient déconnectés
du réel. Et comment on les reconnecte au Et réel? ben justement, c'est d'aller sur le terrain. Ouais. Moi, je suis quelqu'un de terrain, en fait. Si vous voulez, je suis pas quelqu'un qui ait cette habitude d'être derrière un bureau et de, voilà, attendre, et cetera. Il faut aller au contact des Et gens. vous, ministre de l'Intérieur, pourquoi pas, hein, toutes les ambitions sont permis. Comment vous faites pour maintenir le lien au terrain? Parce que le pouvoir, il isole aussi. Je veux pas Ouais. citer, parce que ça serait trop facile de nommer poste ou poste, mais on voit certaines personnes qui venaient de la société civile, qui ont été nommées à des hauts postes, à responsabilité. Quand on voit la communication qu'ils font sur les réseaux sociaux, ils sont complètement déconnectés. Comment vous, vous faites pour vous reconnecter au peuple? Bah, parce qu'en fait, si vous voulez, déjà d'une, je pense qu'il faut être, bien être câblé, bien être entouré. C'est ça, choisir son équipe, qui sont des personnes qui parlent le même langage que vous, qui ne soient pas déconnectées aussi du terrain, du réel. Aller voir les gens, c'est pas que uniquement faire la photo. Des fois, vous pouvez aller voir des gens. Moi, je me vais beaucoup sur le terrain. Vous savez, même avec une association, je sillonne la France et tout, donc sur les questions de prévention, pas que sur sécurité, mais vraiment aller voir les gens. Je fais pas forcément la photo, mais vraiment se dire, tiens, ben voilà, on va au contact de ces personnes, essayer de s'en acquérir de leurs problèmes, d'essayer de trouver une solution pour les régler. Et ça aussi, ça nous apprend aussi en humilité. Parce que vous savez, quand vous êtes euh, dans les organes du pouvoir, etc., c'est humain. C'est que des fois, vous avez, voilà, vous êtes bien, on vous sollicite, on vous regarde un peu comme quelqu'un de très haut et tout ça, etc. Mais moi, j'ai été éduqué d'une manière à ne jamais oublier d'où je viens. Et je crois que c'est ça qu'il faut encore remettre un petit peu en avant, ou si je devais être aux affaires, etc., je prends que je vais faire en sorte d'être bien entouré. Et qu'aussi que des fois, les personnes qui m'entourent me rappellent aussi d'où je viens. Et que j'oublie pas que derrière, oui, il y a des gens qui ont certes m'ont élu ou m'ont mis aux affaires, mais aller vraiment à la rencontre de ces personnes et surtout les écouter et les aider. C'est quoi votre ambition intime? Pour reparaphraser l'émission de M6. Mon ambition intime, vous savez, je prends les choses comme elles viennent. Je ne m'attendais pas du tout à ce parcours, à être dans la police, écrire un livre, maintenant être politique. Ce sont des choses qui m'arrivent comme ça au fur et à mesure. Si vous vous y attendiez pas, c'est qu'il y a quelque chose d'accidentel dans votre parcours. J'y reviens. Non, alors accidentel, non. Je pense que aussi que le destin, des fois, quand il s'ouvre à vous et que vous dites, tiens, c'est pas par accident. Des fois, où vous avez fait en sorte aussi que ça se provoque. Moi, quand j'ai commencé, ça fait 27 ans que je suis dans la police, ça fait 10 ans que je suis dans la sphère publique, où j'ai mène des combats sur les valeurs de la République, et vous vous faites remarquer. Des fois, vous rencontrez des personnes auxquelles que vous n'aurez jamais eu accès auparavant, et que derrière, ben, ça vous ouvre des portes, et ce sont des opportunités. Et je dis que je pense que ce serait bien aussi pour d'autres personnes qui sont comme moi, qui n'osaient pas, allez-y. Croyez en ce que vous rêvez, vous dites que tiens, ça peut être possible. Et pour revenir à mon, comme vous dites, mon ambition, on est tous ambitieux dans la vie. Et écoutez, ma seule ambition, c'est évidemment d'aider mon pays. Et vraiment, si j'arrive à des responsabilités, etc., j'espère pouvoir mener cette ambition, mais uniquement pour mon pays. Et vous reviendrez nous voir à Serfia une fois que vous serez là-haut? Écoutez, je je reprends la promesse. Je reviendrai vous voir, si, ça se fait. Une dernière question avant de terminer, parce qu'on a évidemment beaucoup parlé, drapé les sujets qui sont les sujets d'actualité, parler de la police. Mais il y a vous aussi dans tout ça, les réseaux sociaux. Cette vidéo, évidemment, va être diffusée, Mmh. commentée. Il y aura de tout à boire et à manger dans les commentaires. Parfois, on mange très mal. Euh, il y a ces propos hein, contre vous. Vous avez déjà un peu dit, on vous appelle parfois le noir de service. Vous leur répondez de quoi à ces gens qui s'apprêtent à écrire un truc comme ça, un peu nauséabond? Qu'est-ce que vous avez envie de leur dire? Je sais qu'évidemment que, quand je vais passer dans d'autres médias, qu'il y aura des commentaires et tout, j'ai l'habitude. Et en fait, ce sont des personnes, vous savez, j'ai fait une tribune il y a quelque temps, avec une collègue, Linda Kebab et tout, qui est issue aussi de l'immigration, qui est policière. Et on a fait une tribune sur le fait qu'on nous considère comme, des personnes issues de l'immigration, mais on est victime du racisme intracommunautaire. Ce racisme intracommunautaire qui, des fois, est invisibilisé, ou des fois, on n'en parle pas, mais on en fait souvent, on en est victime. Et c'est vrai que, je sais, du fait qu'on me dit que déjà le fait d'être policier et être noir policier, c'est incompatible dans la tête de certains. Donc vous êtes un traître, à la nation, enfin traître, quand je dis traître à la nation, traître, par rapport à vos semblables, Un bounty. un bounty, nègre de maison, et tous ces insultes-là, beh, avant ça me faisait mal, mais après, si vous voulez, j'ai compris que dans la réalité, quand je sors dehors et cetera, beh, vous avez des personnes, qui,
des fois sont contre, ils disaient qu'ils étaient contre vous, mais après ils vous disent bonjour et ils vous disent merci pour ce que vous faites. Et c'est ça que je retiens. Merci pour ce que vous faites alors. Bah, Merci merci. d'être venu sur Serfia. Merci beaucoup pour l'invitation. Et puis si on veut en savoir plus sur votre parcours, évidemment, il y a ce livre, Policier, enfant de la République, c'est aux éditions Fayard, que vous avez écrit avec Jean-Marie Godard et qui revient largement sur tout cet échange. Merci encore. Merci.